La Fédération nationale des industries chimiques, CGT, et son collectif d'histoire sociale vous présentent le 10e film sur notre sécurité sociale. On va s'intéresser à l'INSEE et à sa pertinence. En effet, le gouvernement et le patronat ne jurent que par lui et conditionnent toutes les négociations salariales, l'évolution des pensions de retraite et des minima sociaux à ces résultats. Il est nécessaire de remettre en place l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'augmentation automatique des salaires en fonction de l'évolution des prix, avec un véritable indice non biaisé. Cela augmentera aussi les ressources de notre Sécu. Avant de comparer l'évolution des salaires par rapport à l'inflation, ce qui va donner une vision du pouvoir de vivre décemment, il faut en effet s'interroger sur la pertinence de cet indice fourni par l'INSEE. Tous les tableaux édités par l'INSEE vont dans le même sens. Les salariés ont un pouvoir de vivre, ils disent d'achat, qui augmente. Vous ne rêvez pas. Pour l'INSEE, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les Français ont un pouvoir d'achat qui progresse de 2% par an. L'INSEE parle d'un sentiment qu'ont les Français de vivre de moins en moins bien, d'un ressenti de s'appauvrir. Chacune et chacun aura bien raison de s'offusquer. Comment oser parler d'un ressenti alors que nous voyons bien au quotidien les pertes de pouvoir de vivre que nous subissons année après année? L'INSEE trouve le moyen de dire une chose et son contraire. Il dit la part des dépenses préengagées ou incompressibles, loyer, remboursement d'emprunt, assurance, eau, énergie, impôts, représente une fraction croissante du budget des ménages. Elle est passée de 12,4% de leur revenu disponible en 1959 à 29,4% en 2017 et à 32% aujourd'hui, soit une réduction du budget des ménages de près de 19 points en 58 ans. Ce qui implique une réduction de qualité ou de quantité de la nourriture, de l'accès à la culture, aux loisirs, aux vacances, bref, à la vie. C'est du bon sens. Mais l'INSEE se justifie. On cite l'alourdissement des dépenses préengagées, notamment à partir de 2003, a pu entretenir chez les ménages le sentiment d'un certain appauvrissement. L'INSEE nous prendrait-il pour des imbéciles? Les gouvernements successifs s'appuient donc sur les chiffres de l'INSEE pour nous convaincre que les Français gagnent en pouvoir d'achat au fil des années. Chacune et chacun d'entre nous doute bien évidemment de cette affirmation, et pour cause. Notre ressenti n'est pas une chimère. Ce ressenti est la réalité. Pour comparer l'évolution des salaires à l'évolution des prix, il faut se poser la question de leur pertinence. En clair, d'où vient l'information? Pour les salaires, les chiffres ne peuvent provenir que des employeurs. Qui vérifie? Personne, car c'est autodéclaratif et cela apparaît dans les comptes des sociétés par catégorie socio-professionnelle et comme ce sont des moyennes, les hauts salaires tirent la moyenne vers le haut. L'INSEE fait la somme pour les actifs et les retraités de l'ensemble de ces éléments. La totalité représente en 2025 1 480 milliards d'euros, alors que le PIB a été de 2 983 milliards d'euros. 1 500 milliards de la richesse créée sont partis entre les poches des actionnaires, CQFD. Pour l'indice INSEE, ce dernier est calculé à partir des prix de plus de 21 000 produits répartis sur le territoire, suivis régulièrement. Chaque produit est mis dans une boîte, par exemple, le poste-logement, qui comprend le loyer, le chauffage, l'eau, est affecté d'un poids 15,03% du budget des ménages dans l'indice officiel. Qui
dépense réellement 15,03% de son budget mensuel en logement, qui comprend le loyer ou les remboursements d'emprunts, l'énergie et l'eau. L'INSEE serait-elle devenue l'arme économique des gouvernements pour faire passer toutes les pilules amères? Le poste-logement a augmenté entre 1990 et 2023 de 337%. Dans le même temps, l'indice INSEE augmentait de 71%. Comment est-ce possible avec un poste-logement énergie qui représente 32% des dépenses des ménages? L'indice INSEE ne correspond plus à la réalité du vécu des Français. 42,5% des ménages français sont locataires et ont à s'acquitter d'un loyer. 57,5% des ménages français sont propriétaires, mais 20% ont des emprunts à rembourser aux banques. Considérant que 62% des ménages payent l'équivalent d'un tiers des revenus mensuels pour se loger et se chauffer, la pondération de l'INSEE sur le logement est tout simplement scandaleuse. 37,5% des ménages sont propriétaires, ils sont avant tout des retraités et ont fini de payer leurs biens, mais ils ont tout de même des frais d'énergie, d'eau, payent une taxe foncière et souvent doivent rénover leur logement. Ils sont donc soumis aussi à des charges incompressibles. De plus, les propriétaires se trouvent essentiellement dans les zones rurales, là où la population est la plus faible, petits villages, fermes, etc. Les Français en location se retrouvent essentiellement dans les grandes villes, là où c'est le plus cher. De plus, cet organisme manie avec grande habileté les euros courants, ceux de l'année en cours, et les euros constants, qui sont recalculés avec le taux d'inflation. Par exemple, le SMIC brut de 1767 euros en 2025 correspond à 1112 euros en 1996, une fois l'inflation officielle INSEE déduite, 58,3%. Manque de chance pour l'INSEE, quand on regarde les chiffres du SMIC à l'époque, il n'est pas de 1112, il est de 950. Donc déjà, l'inflation ne peut pas être de 58%, elle est forcément supérieure. Le diagramme que vous voyez sous vos yeux euh, démontrerait que les smicards ont eu, ont gagné un pouvoir de vivre, un pouvoir dit d'achat qui a considérablement augmenté depuis les années 90. Or, chacun sait qu'il n'en est rien. Donc, l'inflation affichée par l'INSEE ne traduit pas la réalité et cela permet au gouvernement de dire que le SMIC augmente largement plus vite que l'inflation. C'est le résultat, nous dit-on, des fameux coups de pouce. Pourtant, d'autres données fournies par l'INSEE démontrent que notre ressenti correspond à la réalité. Notre niveau de vie a progressé moins vite que la création de richesses jusqu'en 2008, date de la faillite financière, mais il aurait progressé depuis. Mais c'est exactement l'inverse. À partir de 2008, il a quasiment stagné, alors que pendant ce temps, les prix continuaient de grimper et que les richesses produites s'envolaient. La part de la création de richesses produites est passée dans d'autres mains, celles et ceux qui détiennent le capital, les actionnaires, qui se sont gavés depuis plus de 30 ans. Si on compare les courbes sur la répartition des ménages, on constate que seuls les millionnaires et milliardaires ont bénéficié de l'augmentation du PIB, c'est-à-dire de la richesse créée par les seuls salariés. Les autres ménages, qui sont la très grande majorité, ont eu au mieux leur pouvoir d'achat stabilisé, mais souvent en baisse. Attention, toujours d'après l'INSEE. À qui profite le crime? En conclusion, la FNIC-CGT considère que l'indice INSEE ne reflète pas du tout la réalité de ce que notre peuple subit au quotidien.
Cet indice est largement sous-évalué. Cet indice est devenu un outil pour justifier les politiques patronales et gouvernementales. Étant sous-évalué, les pertes de pouvoir de vivre dignement se sont accumulées depuis au moins 30 ans, entraînant des pertes très importantes de l'ordre d'au moins 30% dans le secteur privé et près de 50% pour les fonctionnaires. C'est ce que nous verrons dans les prochains films. Du fait des vases communicants entre salaire et profit, les bénéfices, profits des entreprises ont explosé. Dans les entreprises et partout dans les négociations, il faut donc majorer l'indice INSEE de 2% à minima pour au moins espérer ne pas trop perdre de pouvoir de vivre décemment. Même si le patronat aujourd'hui applique l'échelle mobile des salaires, les pertes existent du fait d'un indice plus que défaillant. Enfin, il est vraiment urgent que la CGT reconstruise enfin son propre indice sur l'évolution des prix, comme décidé lors de notre 53e congrès en 2023.